Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le vendredi 19 février. La propreté et l'environnement étaient au cœur d'une matinée de sensibilisation aujourd'hui aux abîmes, des ateliers pour informer sur les initiatives en matière d'environnement dans le but d'améliorer nos espaces de vie. Le reportage de Muriel Barlagne. Inciter la population à avoir les bons gestes vis-à-vis de l'environnement, tel était le but de cette matinée de sensibilisation organisée par le service rénovation urbaine de la ville des Abîmes. Des stands ont été installés sur la place Frédéric Jalton pour aborder les différents aspects de cette problématique. Qui n'a pas été tenté un jour de jeter une canette, de jeter une boîte en carton, de jeter un détritus sans mesurer véritablement l'impact de ces actes. Puisqu'aujourd'hui, si on parle de respect de l'environnement, si on parle de sensibilisation, c'est que quelque part, nos actes peuvent emmener des répercussions pour les générations futures. Aujourd'hui, la ville des Abîmes veut simplement faire quoi? Sensibiliser l'ensemble de la population aux gestes citoyens, de prendre ses responsabilités parce que mes déchets peuvent concerner mes amis, ma famille, mon environnement, puisque quand on parle de lutte antivectorielle, quand on parle de leptospirose, c'est que quelque part, il y a eu un développement, il y a eu un manque de respect de la procédure qui est aujourd'hui une procédure simple, respecter son environnement, respecter sa population. Georges Bernard est formateur responsable d'animation au CIVAD. Son thème de prédilection, le cycle de vie des déchets. Ce matin, il est venu rappeler que nous sommes de gros consommateurs et producteurs de déchets. Chaque habitant en produirait un peu plus d'1 kilo par mois. Pour lui, les Guadeloupéens gagneraient à mieux connaître les filières de valorisation de ces détritus. Nous tous, nous consommons au quotidien, mais c'est vrai que nous laissons des déchets autour de nous. Donc le but, c'est pouvoir qualifier les déchets, reconnaître qu'est-ce qu'un déchet, comment est composée la poubelle, et en troisième temps, comment on peut arriver à valoriser ces déchets divers qu'on a en Guadeloupe. Sylviane est une adepte de la propreté. C'est donc tout naturellement qu'elle est venue sur ces stands. Je nettoie, je ne regarde pas que ça appartient à la ville, je le fais parce que je pense que c'est un endroit que je vis, c'est où j'habite. Effectivement, on doit laisser son environnement propre. Adopter un comportement respectueux de l'environnement, c'est aussi éviter la prolifération de nuisibles, vecteurs de maladies, comme les rats et les moustiques. Des messages qu'on n'a jamais assez répétés. Un mot de santé avec le dernier point épidémiologique concernant le Zika en Guadeloupe. Au 17 février, 25 cas ont été biologiquement confirmés. Parmi eux, 2 femmes enceintes et une forme neurologique sont recensés. Le nombre de cas cliniquement évocateurs augmente progressivement dans notre département. À Saint-Martin, 7 cas ont été biologiquement confirmés, dont une femme enceinte. Notez qu'un groupe pharmaceutique américain a annoncé qu'il développait actuellement un vaccin contre le Zika. Il devrait être testé sur les humains avant la fin de l'année. L'actualité sociale à présent, les éleveurs de bovins étaient mobilisés hier. Leur revendication, la prime à la vache allaitante. Certains d'entre eux n'ont pas reçu cette aide européenne pour l'année 2015. Après une rencontre avec les services de l'État, ils ont décidé de suspendre temporairement leur mouvement de grogne. On fait le point tout de suite avec Muriel Barlagne. Ils sont venus très tôt bloquer l'entrée de la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe ce matin. Les éleveurs de bovins ont signifié ainsi leur ras-le-bol. Déjà très affectés par la sécheresse de 2015, ils comptaient sur l'aide au développement et au maintien du cheptel allaitant. Elle s'élève à 250 € par vache, mais depuis décembre, certains d'entre eux n'ont rien vu venir. Nous pas rien encore. Nous surendettés, la banque qui nous toute la journée. Sécurité sociale nous-mêmes, la plupart des monde dans nous coupé. Il y a où là dans voiture, pas d'assurance ni contrôle technique, caoutchouc lisse, parce qu'il n'y a pas de l'argent pour faire ça. C'est la DAF, la Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, qui se charge de traiter ces demandes. L'agence de services et de paiement, au niveau national, fait les versements. Les éleveurs ont souhaité les rencontrer aujourd'hui sur place pour régler le problème. Joint par Patrick Célin, le président de la Chambre d'agriculture, ces services de l'État ont accepté une réunion en fin de matinée. L'occasion d'expliquer les raisons du retard de paiement sur certains dossiers. Alors le paiement des aides aux vaches allaitantes donc, se fait en 2 périodes. Il y a un premier lot de paiement qui est fait pour toutes les demandes formulées avant le 15 mai donc là, de l'année 2015. Donc plus de 1123 agriculteurs ont reçu cette aide donc, au mois de décembre 2015. Par contre, l'ensemble des dossiers qui ont été déposés
au-delà de la date du 15 mai, voire tardivement après le 15 juin, ainsi que les agriculteurs qui ont fait l'objet d'un contrôle par l'agence de services et de paiement. Pour cette deuxième catégorie, donc ça représente à peu près 700 dossiers, le paiement intervient dans une deuxième phase, donc qui intervient en général en début d'année suivante. Viennent s'ajouter à cela des problèmes informatiques qui ralentiraient le traitement des dossiers, sans parler d'un contexte difficile au niveau national, où les services seraient occupés à apporter des mesures correctives lourdes aux déclarations de surface. De leur côté, les éleveurs de bovins ne peuvent plus attendre. Ils ont demandé une date précise pour recevoir leur versement. La proposition qui leur a été faite ne leur a pas plu. Pour moi, ça n'a pas abouti à rien. C'est Dieu qui a fait tête en nous. Nous, quand Dieu nous fait, il a dit à dans un mois, passer à dans un mois. C'est sa réponse à eux. Alors là, nous reprenons notre rendez-vous avec eux. Et lundi à 11h, à Dotemao. Et là, on pense que notre réponse est sérieuse. Parce que nous sortions dans une grande épreuve là, et puis on a fait nous ça. Ça a vraiment méchant de parole. La réunion prévue lundi prochain à l'antenne de la DAF de Dotemar permettra peut-être d'annoncer une date plus rapprochée pour le paiement de l'aide au développement et au maintien du cheptel allaitant. Autre mouvement, celui des enseignants du collège de Petit-Bourg. Les cours n'ont pas repris aujourd'hui. Hier, une délégation a rencontré en fin de matinée le secrétaire du rectorat. Selon l'intersyndicale, ces suppressions de postes annoncées pour la rentrée 2016 vont avoir des conséquences sur les élèves. À l'issue de cette réunion, rien n'a avancé. Les précisions de Jean-Luc Laurent, il est enseignant au collège de Petit-Bourg et membre de l'intersyndicale. Il est interrogé par Julien De Kuyper et Quentin Van der Stichelen. Et là, on a eu l'impression de revivre la même réunion qu'on a eue hier encore avec les inspecteurs de vie scolaire et il n'en est rien sorti. C'est-à-dire qu'on nous propose encore des réunions, des réunions de travail, etc., et aucune réponse concrète, ni au niveau, ni en termes d'effectifs. Donc nous, il ne nous reste pas beaucoup de choses à faire. Nous, on va fédérer les autres établissements qui ont le même problème que nous, on va aller les voir, on va les solliciter pour qu'une fois pour toutes, on règle ce problème de sureffectif qu'il y a dans ce bassin Petit-Bourg-Bémao, pour qu'une fois pour toutes, on nous donne des solutions pérennes, à savoir la construction de nouveaux collèges et la prise en compte des réalités concrètes des différents établissements pour un meilleur suivi pédagogique des élèves. Quand on regarde le tableau d'absence des enseignants, il est rempli tout le temps. Les enseignants, au bout d'un moment, c'est des personnes. Au bout d'un moment, ils explosent. Et c'est ce qui se passe actuellement dans notre collège. Les collègues prennent de plus en plus de congés de maladie. Les collègues qui n'ont jamais, que je connais depuis pas mal d'années, qui n'ont jamais eu d'absence en termes de congés de maladie, et bien là, ils sont malades. Et ils ne viennent plus. Et il y a un certain nombre de projets qui sont censés être mis en route, qui ne seront pas mis en route parce que les collègues n'en peuvent plus. On va parler d'environnement maintenant. L'information est tombée il y a quelques jours. La centrale géothermique de Bouillante va bientôt passer sous contrôle américain. Le groupe Ormat Technologies, leader mondial du secteur, est sur le point de racheter 85% du capital de la société, jusqu'ici détenue par des fonds publics. But de cette opération, relancer l'usine qui fournit 4% de l'électricité en Guadeloupe et dont l'activité est déficitaire. Mais on se demande surtout si elle va améliorer les besoins en électricité de l'archipel qui sont grandissants. L'éclairage de Jacques Damprobe. Bouillante, ses plages, ses eaux chaudes et sa centrale géothermique. Une centrale unique en France, c'est la seule à produire de l'électricité à partir de la géothermie à très haute température et dont les premiers forages datent des années 60. Un titre honorifique puisque l'activité n'est pas rentable. Conséquence, les deux actionnaires, les mines et EDF, sont sur le point de céder 85% de leur part à l'américain Ormat Technologies, leader mondial du secteur. Cette ouverture de capital va apporter deux choses. D'une part, le professionnalisme du premier au niveau mondial dans le domaine de la géothermie. C'est quand même, je pense, un honneur de voir que le premier s'intéresse à nous. Et ensuite, des capacités financières qui, pour des raisons diverses, nous manquaient pour pouvoir asseoir des projets de développement qui sont indispensables à ce site, qui est sorti d'une période difficile, mais qui reste un site porteur de beaucoup de progrès. Cette redistribution des cartes devrait se traduire par de nouveaux investissements, aussi bien pour la ressource en eau que pour les installations. De quoi améliorer la production et la distribution électrique. Aujourd'hui, nous sommes en effet à hauteur de 4% de production.
par rapport aux besoins de l'île. À l'horizon 2023, qui est la programmation pluriannuelle de l'énergie, telle que ça a été défini, je pense que nous devrions pouvoir tendre vers 45 MW installés et donc du même coup représenter sans doute autour de 15% des besoins de l'île, 15 à 20% peut-être si tout va bien. Situé au-dessus d'une faille, le site profite du passage des eaux de pluie. Nous sommes sur le site principal, le site où nous produisons l'énergie. Nous avons d'un côté B1 qui produit environ 5 MW, qui date de 86, donc c'est la vieille unité. Nous avons à ma droite ici B2, qui est une turbine plus récente, qui date de 2005 et qui produit actuellement plus de 10 MW. Énergie renouvelable par excellence, la géothermie n'est pas en cause dans la dégradation du climat. Pour autant, les nuisances de la centrale lui ont valu une suspension d'activité il y a 6 ans. La pollution, c'est en premier lieu la pollution sonore, ce sont les émissions sonores que nous traquons régulièrement. Nous avons fait des efforts d'investissement importants. Je pense qu'ils ont été reconnus, il y en a encore à faire et ils seront faits. L'autre élément, c'est les émissions d'H2S. Et donc nous avons mis en place une unité d'ailleurs qui est derrière vous, qui est une unité d'oxydation de l'H2S. Et cette unité est encore une unité qui doit être mise au point, mais qui d'ores et déjà abat une quantité significative de cet H2S, qui n'est pas réellement une pollution, car nous sommes en dessous de tout seuil de nature à poser problème. Mais comme vous le savez, l'H2S a une odeur qui n'est pas très agréable. Nous avons des eaux séparées à 150 degrés que nous devons rejeter dans la mer, celle au moins que nous ne réinjectons pas dans le sous-sol. Et nous avons un bassin de mélange, nous mélangeons ces eaux avec l'eau de mer et nous rejetons à 45 degrés par un canal qui va directement sur la petite plage qui est de l'autre côté de la route. Cette petite plage qui par ailleurs semble tout à fait intéresser les baigneurs puisque nous y voyons régulièrement des gens qui viennent s'y ébattre. À l'horizon 2030, après l'optimisation de Bouillante 1 et Bouillante 2, une nouvelle unité pourrait voir le jour. La centrale géothermique fournirait 30% de l'énergie électrique de l'archipel. L'horizon s'éclaircirait alors. Et dans une prochaine édition, nous évoquerons les retombées de la centrale géothermique de Bouillante, dont le maire réclame d'ailleurs le versement d'une redevance. L'actualité dans notre grande région de la Caraïbe avec ce chiffre, 6000%, c'est le pourcentage d'augmentation du prix de l'essence au Venezuela. Il s'agit de la plus forte augmentation depuis une vingtaine d'années. Le litre d'essence super coûte désormais 6 bolivars, soit 54 centimes d'euros, contre 0,097 bolivars auparavant, soit 0,008 centimes d'euros. La Caraïbe, qui a par ailleurs fait le plein de touristes en 2015, c'est ce qu'a déclaré l'Organisation du tourisme des Caraïbes. Nous irons également ce midi en Jamaïque avec notamment une ancienne Miss Monde qui est devenue ministre de la Jeunesse et de la Culture. Voici la Minute Caraïbe. C'est la première fois que la Caraïbe surpasse toutes les autres régions du monde en termes de croissance des arrivées de touristes. L'Organisation du tourisme des Caraïbes, la CTO, informe que l'année 2015 a dépassé toutes les attentes. Alors que les plus optimistes tablaient sur une croissance de 4 à 5%, le tourisme caribéen a cru de 7% en 2015, accueillant 28,7 millions de visiteurs. En outre, les dépenses du tourisme ont augmenté de 4,2%, générant un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars. Hugh Riley, le secrétaire général de la CTO, informe que c'est la 6e année consécutive de croissance pour les Caraïbes. Riley attribue cette forte croissance à l'amélioration des conditions économiques mondiales, notamment nord-américaines, à la chute des prix du pétrole, à l'augmentation des capacités de sécurité et à la commercialisation vigoureuse des pays membres de la CTO. Tous les marchés émetteurs sont au vert. Les États-Unis, le Canada, l'Europe, les Caraïbes et l'Amérique du Sud, et même le marché intra-régional caribéen qui affiche des résultats qu'il n'avait jamais eus auparavant. Hugh Riley informe que les perspectives pour 2016 restent bonnes, avec une croissance envisagée de 4,5 à 5,5%. Liza Hanna, la très jolie ministre de la Jeunesse et de la Culture, est une ancienne Miss Jamaïque devenue Miss Monde en 1993 et ancienne star de séries télé.
La plus jeune ministre du gouvernement jamaïcain supervise au quotidien 13 organismes sociaux et siège à l'UNESCO en qualité de présidente de la Commission nationale de la Jamaïque. En moins de 20 mois depuis sa nomination, Mademoiselle Anna a mené la rénovation ou la refondation de 3 musées nationaux en s'assurant que la structure et l'étoffe du riche patrimoine de la Jamaïque soient préservées et mises en avant. Elle a piloté des actions législatives et politiques visant à protéger les enfants en veillant à ce qu'ils ne soient plus maintenus en détention avec des adultes. Aujourd'hui, la ministre de la Jeunesse de la Jamaïque, issue du métissage noir, chinois et libanais, développe des ateliers de formation pour la jeunesse jamaïcaine. Ces ateliers de formation vont de la santé et le bien-être à l'autodiscipline, l'automotivation, la présentation et l'aide à la prise de parole en public, programme qu'elle entend développer à travers la Caraïbe. Décidément, la Jamaïque est l'île des stars. C'est le groupe de reggae jamaïcain Morgan Heritage qui a remporté le Grammy Awards avec son album Strictly Roots pour le titre du meilleur album de reggae 2015. Morgan Heritage l'a remporté face à de sérieux concurrents comme Jah Cure, Barrington Levy, Luciano ou encore Rocky Dawini. Une récompense qui fut la fierté du gouvernement jamaïcain et plus particulièrement de la ministre jamaïcaine de la Jeunesse et de la Culture, Liza Hanna, qui a rappelé à quel point le reggae représente une grande part de la culture de la Jamaïque et la grande fierté qu'elle ressent à chaque fois qu'un artiste jamaïcain est reconnu à l'échelle internationale, particulièrement lors d'événements d'envergure tels que les Grammy. Quant au Morgan Heritage, ils ont été beaucoup plus laconiques, avec un simple merci à tous nos fans, Yes Jah. Après la musique, on va parler de cinéma avec le coup d'envoi ce soir de la 22e édition du Festival régional et international du cinéma de Guadeloupe, le FEMI. Pendant une semaine, coup de projecteur sur des productions antillaises et guyanaises, mais aussi sur des productions chinoises. L'Empire du Milieu est mis à l'honneur cette année. 60 films vont concourir afin d'obtenir un prix. En parallèle se déroulera à partir de demain le marché international du film et de la télévision caribéen. Pour en parler en détail, notre invité ce midi, Antoine Cupial, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes producteur et scénariste et vous êtes ici à double titre puisque vous allez présenter un court-métrage au FEMI et puis vous avez également été invité pour intervenir dans le cadre de ce fameux marché du film. On va en parler dans quelques instants. Alors c'est votre première participation au FEMI ? Non, c'est la deuxième année que je suis là pour faire des ateliers. Et par contre, c'est la première fois que j'y présente un film. Alors, 2 mots justement sur votre court-métrage, ça parle de quoi ? Alors, mon court-métrage s'appelle Diagnostic. Pour ceux qui n'ont pas la chance de venir dans les salles de cinéma, vous pouvez le trouver sur YouTube. Voilà, et donc c'est une consultation un peu particulière avec un médecin que tout le monde connaît bien puisqu'il s'appelle Michel Simès et qu'il présente le journal de la santé sur France 5. Voilà, donc j'invite tout le monde à aller le voir. Alors vous allez intervenir justement dans le cadre du marché international du film et de la télévision caribéen qui s'ouvre demain à la médiathèque du Lamentin, c'est jusqu'à mercredi. Quel est l'intérêt de ce marché ? Le marché, c'est de réunir des professionnels, également de mettre à disposition d'un public ici de techniciens, d'auteurs, de réalisateurs, des gens qui viennent partager leurs connaissances, de réunir des professionnels, de discuter, de montrer comment également le marché du film caribéen crée une dynamique pour faire que ce cinéma circule, que les auteurs se connaissent, que les gens travaillent entre eux. Donc c'est important. Vous en pensez quoi d'ailleurs de ce cinéma caribéen ? Moi je le découvre, c'est-à-dire que je vis en métropole et je ne suis pas forcément allé voir dans des circuits le cinéma caribéen, donc c'était une découverte. Je ne suis pas du tout spécialiste, donc je ne pourrais pas vous en parler. Le sentiment que ça me donne, c'est que c'est déjà un cinéma extrêmement foisonnant, où on voit beaucoup de productions différentes et que c'est très intéressant. Alors dans ce cadre de ce marché du film, vous allez animer 2 ateliers sur la découverte et l'écriture de web-séries. C'est quoi la web-série ? La web-série, ce sont des programmes qui sont simplement diffusés sur le web. Donc principalement, effectivement, des séries destinées principalement plutôt à des jeunes, en tout cas à des cibles qui sont plutôt jeunes. Ce sont des programmes courts. C'est simplement des projets qui sont disponibles sur le web, sans question
question justement d'avoir ou pas des diffuseurs. C'est un moyen notamment pour les jeunes talents de se faire connaître. Beaucoup de jeunes réalisateurs et beaucoup de jeunes scénaristes commencent par des web-séries, comme d'autres commencent par du court-métrage. C'est une belle vitrine. Voilà. Alors en quoi vont consister vos ateliers dans le cadre de ça? Alors l'atelier consiste à expliquer notamment soit des porteurs de projets à travailler avec eux sur leurs projets, soit à simplement des visiteurs qui commencent à s'interroger et à vouloir simplement peut-être un jour faire une web-série, tout comprendre de la première idée de la web-série jusqu'à la production et à la mise en ligne. Voilà. C'est pour qui exactement? Ceux qui veulent faire ces web-séries, ceux qui ont déjà fait des web-séries? Alors ça peut être aussi pour des gens qui ont déjà fait des web-séries, mais principalement oui, ça s'intéresse se destine à des porteurs de projets, des jeunes scénaristes, des jeunes réalisateurs, pourquoi pas des producteurs, et puis voilà, des gens qui sont soit déjà avec un projet écrit entre les mains, soit des gens qui ont l'ambition de comprendre comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire pour écrire un bon projet de web-série. Voilà, vous allez leur expliquer comment résumer 90 minutes, par exemple, en 3 minutes. Alors ça, c'est sur l'atelier pitch. C'est comment est-ce qu'on présente après un projet à des producteurs. Effectivement, le problème, c'est que quand on vient d'écrire un long métrage ou qu'on travaille sur une histoire qui a un format long, il faut arriver à le pitcher, c'est-à-dire à en parler à un producteur, mais lui, il n'a pas 90 minutes pour que vous lui racontiez. Donc il a juste 3 minutes, parfois un peu moins, et il faut arriver à condenser sa proposition en quelques mots, et c'est tout un travail sur le choix des mots, sur comment est-ce qu'on arrive à résumer la proposition qu'on a d'œuvre, que ce soit un long métrage, une série, un court métrage. Alors ce sera quand ces ateliers Alors les ateliers commencent samedi après-midi. Il y a une présentation demain matin au marché de l'ensemble des ateliers. Et on enchaîne après lundi, mardi pour les ateliers web-série et l'atelier pitch qui a lieu mardi. Il y avait des inscriptions à faire, mais on peut y aller se présenter en dernière minute, on va dire, auprès du festival, mais le plus simple, c'est de les contacter directement. Merci Antoine Cupial, en tout cas, d'avoir été notre invité ce midi. Je rappelle que donc, vous êtes ici dans le cadre du FEMI. Vous allez donc intervenir pour le marché du film, mais aussi vous allez présenter votre court-métrage. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler maintenant de sport avec notre point quotidien sur l'avancée des travaux du vélodrome de Gourdeliane qui accueillera, je vous le rappelle, dans très exactement 2 semaines le premier tour de la Coupe Davis de tennis. En attendant d'ajouter le dernier ingrédient de la terre battue sur le court central, les techniciens étaient à pied d'œuvre ce matin pour installer la fibre optique. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Les travaux du vélodrome se poursuivent tambour battant. Côté court, la terre battue est en phase de compactage, une étape importante qui permet de mettre à niveau le crayon sur lequel évolueront les joueurs. Côté coulisses, les techniciens s'activent aussi pour installer la fibre optique afin de ne pas saturer le réseau durant la compétition. Alors là, aujourd'hui, notre boulot consiste à faire passer un câble de 6 FO qui va s'accorder à la boîte et pour en fait le haut débit en fait. Ça va permettre de diffuser les informations plus vite, donc tout le monde pourra en fait naviguer sur internet, voir les vidéos des matchs quoi. Plus que quelques coups de râteau et beaucoup d'huile de coude pour transformer le vélodrome de Gourdeliane en véritable court de tennis digne d'une Coupe Davis. Avant de se quitter, des nouvelles du temps pour cet après-midi. Les éclaircies vont laisser place par moments à de la grisaille et à des gouttes de pluie. Concernant les températures, elles afficheront entre 26 et 29 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site internet www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien, Minute Sport, suivi du journal de TF1 et de Petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.